tu sais quoi? Ouais, ça y est, hier soir j'ai baisé la fille de mon patron, quoi. Oui, je suis auto-entrepreneur, bon bah ça change rien. Ouais, je téléphone avec un balisto, c'est parce que je vais parler de Callisto. C'est Balisto, Callisto, c'est... Yo! Parce que je vais parler de yo aussi. Comment ça va mes très chers amigos? Bienvenue sur la chaîne 12 par sec, et pas 12 par sexe. On prononce pas le S, hein. On m'a dit, ouais, 12 par sexe. 12 par sexe, ça fait beaucoup, bon, ça dépend pour qui. Pour moi ça peut aller, mais enfin, ça dépend qui c'est. Bon, ça c'est un autre sujet. Alors aujourd'hui, troisième épisode de... Nous parlons toujours des satellites des planètes du système solaire, et après 2 épisodes sur ceux des planètes telluriques, nous passons maintenant aux choses sérieuses, avec ceux des planètes gazeuses, et on commence bien sûr par la première d'entre elles, Jupiter. Jupiter a un champ gravitationnel extrêmement grand, hein, ce qui veut dire qu'elle peut attirer plein d'objets, elle peut capturer plein de trucs, et donc avoir plein de lunes. Actuellement, on en compte pas moins de 79, et pas 69 comme j'ai dit dans la dernière vidéo. Bon voilà, et encore une toute petite micro-boulette, quoi, je veux dire, comme j'ai l'habitude. Ce garçon est incorrigible. Et parmi ces 79, il y en a 4, les 4 plus gros, qu'on appelle les satellites ou les lunes galiléennes, en référence à l'ami Galilée qui les a découverts. Et ces 4 satellites sont dans l'ordre du plus rapproché au plus éloigné de Jupiter: Io, Europe, Ganymède et Callisto. Je suis bien content de vous parler d'eux parce que par rapport à Phobos et Deimos où j'avais un petit peu dû me creuser la tête pour essayer de vous trouver des trucs un peu intéressants, bah là c'est cool parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et plein de choses à découvrir. Et du coup, bah on peut y aller tranquillement. Alors, ces 4 satellites, comment que ça se passe? Nous sommes en 1579 et il se passe pas grand chose. Enfin, ici, il se passe des trucs quoi, genre bon, bah par exemple, t'as au Japon, t'as le château d'Azuchi ou d'Azuki qui devient la résidence officielle de Nobunaga Oda, qui était le fils de Nobuhide Oda. Mais bon, est-ce que c'est vraiment intéressant pour le sujet d'aujourd'hui? Je ne crois pas. Non, ce qui est important, c'est ce qui s'est passé en 1610. Nous sommes avec Galilée. Qui est avec nous aujourd'hui, hein? Bon, Galilée, tout le monde connaît maintenant, hein, voilà, c'était tellement connu que même chez là, on a fait une chanson. Comme les rois mages. Dans Galilée. Non, en Galilée. C'est pas dans Galilée? Bah, dans Galilée, ils étaient 3 quand même, les gars. Bon, en même temps, il y en a qui ont fait plus, hein, regarde Elton John. Cet homme a dû connaître le vrai bonheur. Et donc Galilée, qui était un grand homme de science, hein, un petit peu comme moi, hein, mais en moins bon, il a utilisé une lunette astronomique qu'il a perfectionnée, hein, il a beaucoup essayé de perfectionner les trucs, parce qu'à l'époque, c'était quand même pas terrible, c'était un peu flou, il y avait des déformations. Lui, il a passé beaucoup de temps à essayer de perfectionner un peu ça. Et surtout, ce qu'il a fait, et que personne d'autre n'avait vraiment eu l'idée de faire, c'est de prendre la lunette et de regarder dans le ciel. Hey, pas bête! Et c'est comme ça qu'il a découvert plein de trucs, les cratères de la Lune, les phases de Vénus, le truc dans le ciel que tout le monde prenait pour une lune mais qui était en fait une base sidérale. Et surtout, 3 points autour de Jupiter, qui va au départ prendre pour des étoiles qui seraient juste à côté, sauf que le lendemain quand il re-regarde, il constate que les points ont bougé. Et quelques jours plus tard, quand il re-regarde, elles ont encore re-bougé. Et en plus, cette fois, il n'y en a plus 3, mais il en voit 4. Et ça se multiplie comme des gremlins. Alors là, il se dit, wow, nom de Dieu, là mon galou, tu tiens quelque chose. Ça, c'est pas des étoiles. Il comprend qu'il y a des trucs qui orbitent autour de Jupiter. Et là, si vous voulez, à ce moment-là, c'est un choc. Parce qu'à l'époque, le monde entier ne jurait que par le modèle aristotélicien, donc de Aristote, hein, c'est Aristote. Mais si, le gars de moins 350 avant Jésus-Christ, là. Le mec qui s'habillait en rideau et qui disait à tout le monde en gros que la Terre était immobile et au centre de l'univers et que tout tournait autour d'elle. Vous avez déjà vu un monsieur tout nu? Bon, entre lui et Galilée, il y avait déjà eu d'autres gars, hein. Copernic, par exemple, un ancêtre de Nicolas Hulot, enfin, on dirait. Il avait déjà exposé le modèle de l'héliocentrisme. Mais malgré ça, les gens pensaient toujours que tout tournait autour de la Terre. Mais là, Galilée leur redit non, les mecs, carrément pas. Bah si, attends, bien sûr que si. Non, je te dis, bordel. La semaine dernière, j'ai vu 3 points autour de Jupiter, et aujourd'hui, j'en vois 4, ils sont plus à la même place. Bah c'est peut-être des gremlins. Non, c'est pas des gremlins. Ce que je veux te dire, c'est que ça prouve bien qu'il y a des trucs qui tournent autour d'autres trucs que nous. Tout ne tourne pas autour de la Terre. Ouais, moi je pense que oui quand même. Ta gueule. Donc à partir de là, bah, ils vont essayer un peu de comprendre vraiment ce que c'est, et puis bah, comme c'est 4 nouveaux corps, bah, il va falloir aussi leur donner des noms. Alors là, il y a Splinter qui arrive et qui propose Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël, en référence à ses 4 fils. Hein. Mais l'idée est pas retenue parce que si tu veux, le gars, quelque part, c'est un rat. Tu vas pas faire confiance à un rat qui ressemble à un clodo et qui te dit que ses fils c'est des tortues. Je veux dire, voilà, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fumé quoi? Aucun sens. Non, plus sérieusement, il y a un type qui s'appelle Simon Marius qui propose de leur donner les noms des maîtresses de Zeus. Oui, parce que Jupiter c'est Zeus, hein, c'est pareil, hein, c'est le dieu romain Jupiter. Et donc il propose Io, Europe et Callisto, qui sont 3 jeunes femmes vierges bien fraîches, hein, dont Zeus est tombé amoureux. Bah, et là par exemple Jupiter il a le choix entre Io et une vache. Bon bah même si c'est vrai qu'il kiffait bien les vaches, bah, il va choisir Io quand même. Et après bah, il dit à Io, toi tu vas te mettre par terre et puis tu vas me suivre. Et Marius propose aussi Ganymède qui était un homme
dont Zeus est aussi tombé amoureux. Un homme, ouais, c'est... Alors là, quand les autres dieux ont su ça, ils lui ont dit... T'es pédé. Et donc voilà, le nom des 4 satellites vient de personnes avec qui Dieu a trompé sa femme, Héra, qui accessoirement était aussi sa sœur. Alors, les dieux, ils sont un peu consanguins sur les bords, hein. Je pense qu'ils doivent certainement habiter dans le Pas-de-Calais. Alors ces 4 satellites sont très intéressants dans bien des domaines, et notamment un en particulier, la présence d'eau liquide. Parce que ces 4 satellites tournent autour de la plus grosse planète du système solaire, hein, qui a quand même une masse de dingue, hein, c'est 317 fois plus grande que la Terre, ce qui provoque des effets de marée énormes, ce qui a pour conséquence, si vous voulez, de réchauffer un petit peu la structure interne, ce qui d'a priori, d'après les modèles, créerait des sortes de manteaux de glace fondue, voire même d'eau liquide. Et là, si vous voulez, c'est un truc de ouf, parce qu'on peut vraiment commencer à imaginer des trucs très intéressants. Parce que qui dit eau liquide, dit pastis, vous le savez très bien. Et d'ailleurs, comme on dit, hein, pastis sur Jupiter, pastis de caractère. C'est pour ça que les satellites de Jupiter, et surtout Europe, sont un petit peu le nouvel Eldorado de la conquête spatiale, ou devrais-je dire de la conquête pasticiale. Pouah. Alors, on va commencer par lequel? Bah écoute, par le premier. Oui. Comment il s'appelle déjà? Mon nom est Io. Allez, c'est ça. Merci Marc. Io, des 4 satellites dont on parle, c'est lui le plus proche de Jupiter. Alors là, on commence fort, hein, parce que, comme l'a dit la NASA en découvrant pour la première fois les images de Io, c'est certainement l'un des objets les plus chelous de tout le système solaire. C'est vrai, ils ont dit ça, hein, j'ai l'extrait. Et messieurs, dames, on vient de recevoir les premières photos, hein, de Io, et c'est vrai qu'on peut en conclure que c'est l'un des objets les plus chelous du système solaire. Non mais c'est vrai, je veux dire, rien qu'à sa gueule, on voit qu'il est pas pareil, hein, il est différent, hein, on dirait une espèce de pizza au bouton d'acné. Io est un satellite qui possède tout plein de caractéristiques qui le différencient de tous les autres corps du système solaire. C'est même un satellite qui pourrait plus ressembler aux planètes qu'aux autres satellites. Mais comment c'est possible? Bah justement, c'est ce qu'on va voir. Alors pourquoi je dis qu'il est chelou? C'est parce que par rapport à sa distance au soleil et sa toute petite taille, Io est un satellite qui aurait déjà dû se refroidir complètement depuis des milliards d'années, comme l'ont déjà fait quasiment tous les satellites de toutes les autres planètes. Et bah pourtant, vous allez voir que c'est pas du tout le cas. Io est assez proche de Jupiter, il orbite à seulement 350 000 km au-dessus de l'atmosphère. Pour rappel, nous la Lune c'est un peu plus, c'est 380 000. Donc il orbite plus près de Jupiter que la Lune par rapport à la Terre. Et du coup il orbite aussi carrément plus vite, hein. Il en fait le tour en seulement 40 heures, hein. La Lune pour nous c'est 28 jours. Et comme Jupiter est méchamment plus grosse que la Terre, elle apparaît dans le ciel de Io 40 fois plus grosse que la Lune pour nous. Et pour finir la comparaison avec la Lune, Io est juste un petit peu plus grand. Je pourrais bien vous donner le diamètre, hein, mais est-ce que vous allez vraiment les retenir? Je ne sais pas. Si, je sais très bien, ils vont pas du tout les retenir. C'est clair. En plus, il suffit de taper le truc dans Google, hein. Carrément. Io est le plus volcanique des astres du système solaire. On a souvent parlé des corps du système solaire qui étaient morts ou en tout cas sans activité, comme Mercure, la Lune, Phobos, Deimos ou Thanos. Et bah Io c'est le contraire, c'est le corps le plus actif du système solaire. Il est très très actif. Pour les gars qui sont un peu passifs, hein, bah vous savez où aller. Il y a des centaines de volcans en activité et on le voit grâce à ces images prises par la sonde Galileo qui rejettent un petit peu toute leur merde là, parfois jusqu'à 300 km d'altitude. Ouais, mais comme il y a une très faible gravité et quasiment pas de vent, bah les trucs ils partent en ligne droite sans s'arrêter quoi. Alors bon, ils retombent quand même au bout d'un moment, hein, parce que bon, faut pas déconner non plus. Ça fait un peu une sorte de pluie quoi. C'est ça qui crée et qui alimente une très faible atmosphère faite principalement de dioxyde de soufre. Mais en fait, comme Io est pas assez massif, hein, juste un peu plus massif que la Lune, bah, il n'arrive pas à retenir les gaz qui se dissipent dans l'espace, c'est pour ça que l'atmosphère est très fine. Et le soufre, c'est justement ce qui donne la couleur de Io. C'est également ce qui est en partie responsable de l'odeur de nos paix. Je vous laisse donc imaginer l'odeur qu'il peut y avoir sur ce beau satellite. Vous avez un renfoulement d'aigu, ça sent très fort. Et je te le fais pas dire. Il y a notamment un volcan de ouf qui s'appelle Loki, qui est responsable d'environ 15% de toute la chaleur de Io. C'est plus que la totalité de tous les volcans de la Terre. Et des volcans, il y en a des centaines. Ah, je peux te dire qu'on parle souvent de Vénus comme du pire endroit dans le système solaire pour aller s'installer. Bah, c'est sans oublier Io, parce que les conditions sont bien pourries aussi. C'est tellement des conditions de ouf que toutes les sondes qui sont passées à côté, enfin toutes les sondes, on en a envoyé que 5, hein, c'est déjà pas mal. Mais j'ai pas dit le contraire. Toutes les sondes qui l'ont approché ont connu différents problèmes. Des pannes de caméra, des instruments qui tombaient en rade, des observations qu'on devait faire qui ont dû être annulées. Ah non, mais elle est là-bas, ça se mérite. Ce satellite est déformé par un tremblement de terre continu. C'est-à-dire que son sol est en quelque sorte aspiré par les forces de Jupiter. C'est un peu comme si elle se retournait de l'intérieur. Bon, ça se fait pas en quelques minutes, hein, c'est un procédé qui prend du temps. Et du coup, comme le sol change, bah ça sert absolument à rien de faire des cartes. Et comme encore une fois, bah y a pas ou peu d'atmosphère, bah en fait les éruptions volcaniques elles font aucun bruit. Io c'est un peu le satellite des gros pets silencieux. En fait, comme l'orbite de Io est pas circulaire mais plutôt elliptique, c'est-à-dire que ça forme pas un rond mais plutôt une sorte d'ovale, bah à chaque fois qu'elle passe au plus proche de Jupiter, bah la gravité de la planète l'étire et en quelque sorte la tire de plus de 100 mètres. C'est quand même relativement un truc de ouf. Nous, la Lune déforme la Terre, mais seulement de quelques centimètres. Et en plus, l'effet de marée provoqué par Jupiter est 300 fois plus grand pour Io que la Lune pour la Terre. Et ça provoque de la
De la chantilly? Non. De la chapelure? Non. De la choucroute? De la chaleur, putain. Bah ouais, on était pas loin. Et puis il y a pas que Jupiter, hein. Les autres satellites aussi, Europe et Ganymède, ils viennent un peu foutre leur grain de sel là-dedans. Bah ouais, on les oublie un petit peu vite, parce qu'eux aussi sont en partie responsables des déformations de Io, mais dans une moindre mesure. Alors comme on disait tout à l'heure, les différentes couleurs à la surface viennent essentiellement du soufre qui est rejeté par les volcans, avec aussi vraisemblablement des coulées de lave, hein, c'est ce qu'on voit en rouge, des dépôts de givre et de la glace, c'est ce qu'on voit en blanc, et des grands champs de bœufs, c'est ce qu'on voit en vert. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'eau, ou alors très peu. Est-ce que vous savez par exemple que Io est le corps qui contient le moins d'eau de tous les corps connus du système solaire? Pour le pastis, faudra repasser, hein, parce que du pastis sans eau... Il y en a qui le font. Oui, non mais d'accord, c'est sûr, mais bon... moi aussi. Hein. Enfin voilà, Io est un satellite bien chelou, avec une des plus grosses activités géologiques du système solaire, alors même qu'il est méga loin du Soleil, et ça c'est fort. Passons au deuxième satellite galiléen, Europe. Europe, il est vraiment spécial. Et quand je dis spécial, c'est pas spécial comme certaines filles du Brésil ou de l'Ukraine. Ça veut dire qu'il est vraiment spécial. Grâce à la sonde Galileo, qui a survolé le satellite 12 fois comme... on a vraiment découvert que c'était l'un des satellites les plus intéressants, si ce n'est le plus intéressant de tout le système solaire. Alors en taille, Europe est juste un peu plus petit que la Lune. Voilà. Il a à la fois des ressemblances et des différences avec Io. Comme il est assez proche de Jupiter, il subit aussi les effets de marée, mais quand même beaucoup moins vu qu'il est un peu plus loin. Raison pour laquelle son aspect n'a rien à voir. Quand on le voit comme ça, on dirait un peu la tête du vieux Anakin Skywalker dans le Retour du Jedi. J'ai toujours adoré cette séquence parce qu'on a l'impression qu'il est en train de mourir et puis qu'en même temps il joue de l'harmonica. Ouais, bah je vais te remettre ton casque parce que tu fais quand même de la merde. Tout ce qu'on voit là, c'est de la glace. La surface est recouverte d'une immense banquise dont on sait pas bien l'épaisseur, mais bon, j'imagine que ça doit être quand même assez épais. T'imagines, c'est ça la réponse des techniciens qui envoient les sondes là quand leur patron leur demande. Bon alors, on a les résultats là de la composition d'Europe là, vous deviez savoir l'épaisseur de la banquise là, parce qu'on a quand même envoyé une sonde à 300 millions de dollars, donc on en est où l'analyse des sols là et des détails? On sait pas trop, mais je pense que la comète est assez épais. Hein. Bon, en vrai, on pense que cette croûte de glace a quand même plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur, et du coup, comme il y a de la glace, sa surface est extrêmement lisse. Le relief a tout au plus 100 mètres d'altitude quoi. Si on la réduisait à l'échelle d'une boule de billard, Europe serait aussi lisse, voire même encore plus. On pourrait jouer au billard avec quoi, bien tranquillement. On remarque aussi plein de lignes rouges, hein, on dirait des espèces de balafres, hein, comme si elle avait été fouettée en mode tiens! En fait, ce sont des sortes de crevasses longues de plusieurs milliers de kilomètres, dues au mouvement de la banquise et de la glace qui se fissurent et qui se seraient remplies de liquide qui aurait regelé encore après. Et pourquoi qu'elles bougent ces plaques de glace? Est-ce que ce serait pas parce qu'il y aurait un océan en dessous qui ferait bouger tout ça? Eh bah peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais peut-être bien que oui quand même. En tout cas, ce dont on est à peu près sûr, c'est que Europe est vivante géologiquement parlant. Et c'est encore à cause de l'effet des marées, des perturbations gravitationnelles de Jupiter et aussi un peu les autres satellites. Comme on l'a dit pour Io, ça provoque de la chaleur en son centre qui réchauffe les couches les plus hautes et qui fait fondre la glace. C'est pour ça qu'on pense très sérieusement qu'il pourrait y avoir un gigantesque océan d'eau liquide sous la croûte de glace. Et l'océan ferait peut-être même jusqu'à 100 km de profondeur. Hein. Nous, le maximum qu'on a sur Terre, c'est 10-11 avec la fosse des Mariannes. Et là où ce serait intéressant, c'est qu'il serait directement en contact avec des roches de silicate, contrairement à d'autres possibles océans comme par exemple sur Triton, un satellite de Neptune, ou Charon, le satellite de Pluton, où on pense qu'il pourrait y avoir un océan d'eau liquide bloqué entre deux couches de glace. Et ça c'est intéressant parce que finalement c'est un peu comme ça que ça se passe sur Terre. Quand vous avez des fissures dans la roche qui rejettent des gaz et de la matière au fond des océans directement dans l'eau, bah ça peut donner lieu à la création d'éléments organiques et plus tard peut-être des organismes vivants comme pourquoi pas des crevettes et puis des poissons. C'est vite dit ça. Oui non mais c'est sûr évidemment, mais je vous le fais en hyper accéléré, mais n'empêche que c'est ça quand même. Et du coup, de là à imaginer qu'il pourrait y avoir des organismes vivants sur Europe, il n'y a qu'un pas, hein, que je fais comme ça. Il n'est pas très grand, il peut y en avoir deux peut-être. C'est pour ça qu'on s'intéresse énormément à Europe, parce que si on cherche de la vie extraterrestre, c'est peut-être par là qu'il faudrait commencer. Alors oui, tout ça n'est qu'hypothèse et supposition. Et de toute façon, même si on trouve un océan, qu'est-ce qui nous dit qu'il serait complètement compatible avec la vie telle que nous on la connaît? Peut-être que ce serait pas possible, on aura une eau beaucoup trop salée, ou même dégueulasse avec de la boue à l'intérieur. Ou alors au contraire, peut-être qu'on va découvrir des trucs de ouf, en mode Aquaman et tout, avec des guerres de malades et tout, avec des peuples qui s'affrontent pour savoir qui aura la recette du pastis. Ce serait méga classe, parce que la guerre c'est classe. Ah ouais, mais comme c'est dit dans Hot Shot 2, La guerre, c'est fantastique. Par contre, j'espère qu'ils ont des costumes un peu plus travaillés que ce genre de conneries quoi. Putain, si c'est pas le truc le plus cheap que j'ai vu dans un film, on dirait une méchante dans Bioman. En tout cas, pour savoir si les petits poissons chelous genre Blinky qui nagent dans l'océan d'Europe, faudra envoyer une bonne grosse sonde des familles avec tout plein d'instruments de ouf ultra chers pour faire plein d'analyses. Faudra qu'ils puissent traverser des kilomètres de glace, qu'ils puissent aller dans l'eau, donc même si la recherche
recherche de l'éveil extraterrestre est un des plus grands projets des différentes agences spatiales mondiales, malheureusement ce sera pas encore pour tout de suite. En tout cas, ce qui reste extrêmement intéressant, c'est qu'avec ces découvertes, on se rend compte que les zones habitables, c'est-à-dire les endroits dans le système solaire où on serait susceptible de découvrir la vie, ne dépendent plus uniquement de l'énergie du Soleil. À cause ou grâce à la force gravitationnelle d'une planète, et en quelque sorte à l'énergie qu'elle transmet, on peut éventuellement trouver sur une lune, même aux confins du système solaire, des conditions qui pourraient être favorables au développement de la vie, et différents éléments qui pourraient créer peut-être des organismes vivants. Et du coup, on pourrait peut-être trouver des formes de vie dans des endroits où on n'aurait jamais pensé en trouver. Et ça, c'est beau. Allez, on passe au troisième, Ganymède. Alors Ganymède, première chose à dire dessus, il est gros, très gros. Avec ses 5268 km de diamètre, c'est tout simplement le plus gros satellite du système solaire. Il est presque aussi gros que Mars. Ouais, il est plus petit quand même, mais il en est pas si loin. Il est beaucoup plus gros que la Lune ou que Pluton, il est plus gros que Mercure. Il est tellement gros que c'est en fait le 9e plus gros corps du système solaire après les planètes. Ça pourrait presque être une planète en fait. Mais non. Non mais c'est vrai, si au lieu d'orbiter autour de Jupiter, il orbitait autour du Soleil, on l'aurait classé comme une planète. Ça aurait pu être la 9e planète qu'on cherche partout quoi. Mais non. Il est tellement gros qu'il paraîtrait que, est-ce qu'il paraît, que on pourrait même le voir à l'œil nu lorsque la Terre et Jupiter sont rapprochés. C'est-à-dire on arriverait à le distinguer de Jupiter. Alors j'aime autant te dire mon gamin que pour arriver à voir ça, il te faut minimum 10 sur 10 à chaque œil. Si tu peux avoir 11, c'est bien. T'as intérêt d'être dans l'endroit avec le ciel le plus noir du monde, sans aucune pollution lumineuse. Je vous avoue que j'ai quand même eu un peu de mal à croire l'info quand je l'ai lu, mais a priori c'est vrai. Alors après je me suis dit bon, de toute façon ils doivent quand même bien savoir de quoi ils parlent à télé 2 semaines. Ganymède est une lune tellement grosse qu'elle aurait 5 couches. Bah ouais, mais t'imagines la taille des merdes. En fait, il serait composé d'un noyau de fer, ça c'est comme d'habitude, d'un manteau de roche, d'un manteau de glace, d'un océan d'eau liquide et enfin d'une croûte de glace. D'un océan d'eau liquide, comme sur Europe? Encore mieux que sur Europe! D'après les études sur sa composition et les informations envoyées par la sonde Galileo, il pourrait y avoir, tenez-vous bien, tenez-vous bordel, plus d'eau sur Ganymède que sur la Terre. La quantité d'eau dépasserait tous les océans de la Terre réunis. Mais non, je vous jure, je me fous pas de votre gueule, c'est vrai, c'est ce que disent les scientifiques de la NASA. C'est pour ça qu'on parle souvent d'Europe comme du meilleur endroit pour trouver de l'eau liquide, mais il faut pas oublier Ganymède, c'est parce qu'il y a des sérieux arguments aussi. Bon, il fait quand même moins 150 degrés à la surface, donc ça va pas être évident, il va falloir creuser, puis pas qu'un peu. Mais bon, les études des spectres, les différentes couleurs de la surface, leur albédo, montrent bien que la surface est quasiment composée à 90% de glace d'eau et 10% de roche. Vous voyez là, à la surface, il y a des zones sombres avec des cratères et des crevasses, et des zones claires avec des espèces de traits là, des sillons, des rides, qu'on appelle des sulcus ou des sulcus, je sais pas, les deux mots me vont bien, mais... Pourquoi cela ne me surprend-il pas? C'est un terme d'exogéologie qui décrit ces formations un petit peu bizarres. Vous voyez là, il y a des grands sillons qui passent sur les zones sombres, ça pourrait ressembler à des fleuves immenses de plusieurs milliers de kilomètres. C'est en fait de la glace d'eau. On retrouve aussi un peu la même chose sur Mars et puis sur d'autres satellites de Saturne, Uranus et Neptune, et puis sur Hoth. Ganymède est la seule lune du système solaire à avoir son propre champ magnétique, ou sa propre magnétosphère si vous préférez. Je préfère. Ce qui cause notamment des aurores boréales. Il orbite à un peu plus d'1 million de kilomètres de Jupiter, soit en gros le double d'Europe et le triple de Io, et ça fait que les 3 satellites sont en résonance orbitale de type 4-2-1. Ça veut dire, si vous voulez, que quand Io fait 4 tours, Europe en fait 2 et Ganymède en fait 1. Et comme la force d'attraction de Jupiter est très grande, ça fait que comme beaucoup de lunes, Ganymède a subi un verrouillage gravitationnel. Alors je vais vous dire ce que ça veut dire, hein, bien sûr, il y en a qui le savent déjà, et d'autres peut-être qui croient savoir. Qui croient ou qui croient? Qui croient. Le verrouillage gravitationnel, qu'on appelle aussi la rotation synchrone, est simplement le fait que la période de rotation d'un satellite est synchronisée avec sa période de révolution. En d'autres termes, il tourne sur lui-même aussi vite qu'il tourne autour de la planète. Au départ, lors de sa formation, c'est pas forcément le cas. Il peut tourner sur lui-même plus vite qu'il tourne autour de la planète, mais au fur et à mesure, avec la force des marées, toujours elle, sa période de rotation ralentit jusqu'au moment où elle se synchronise avec la période de révolution autour de la planète. Et du coup, ça fait que le satellite montre toujours sa même face à la planète. C'est toujours le même côté que nous on voit et le même autre côté qui est de l'autre côté. Oui, bah je l'explique comme ça. Ouais. C'est le cas de la Lune, la nôtre, hein, comme vous le savez. Mais peut-être ne saviez-vous pas que c'est également le cas pour un grand nombre d'autres satellites du système solaire. C'est une situation qui est beaucoup plus fréquente qu'on pense. Phobos et Deimos, les satellites de Mars dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, sont en rotation synchrone. Il y a pas mal d'exoplanètes aussi qu'on a découvertes, comme toutes les planètes du système trappiste, elles présentent tout le temps leur même face à l'étoile. Et Io, Europe, Ganymède et Callisto aussi, bien sûr, ont une rotation synchrone et ont donc aussi une face cachée. Et ouais, bah ça mon pote, et bah tu le savais pas, bah maintenant tu le sais. Et merci qui Rafiki, merci 12 par sec, et merci tonton Yannou Solo. Allez, on finit avec Callisto, la dernière lune galiléenne. On va se le torcher vite fait bien fait celui-là. Alors Callisto, bon, c'est un peu pareil que tous les autres, mais c'est pas pareil non plus. Il est un peu moins gros, mais bien balèze quand même. Toujours plus gros que la Lune, mais moins gros que Ganymède. Mais toujours plus gros que Pluton, mais un petit poil moins gros que Mercure. Moins gros que Titan aussi, le plus gros satellite de Saturne. Mais un peu plus gros que Io et Europe, mais aussi un peu moins gros que Ok, bah c'est bon, bah je me barre, allez, putain, c'est vrai. Non mais je rigole, je vais pas me barrer, pas tout de suite. Enfin voilà, Callisto est assez gros quand même, c'est le 3e plus gros satellite
satellites du système solaire. Sur Callisto, il fait en général moins 140 degrés, c'est pas très froid pour un objet qui est à 700 millions de kilomètres du soleil. Enfin si, c'est froid quand même, je veux dire, si tu laisses garer ta bagnole 5 minutes le temps d'aller chercher des clopes, quand tu reviens pour ouvrir la porte, t'es en mode... Qu'est-ce qui se passe? C'est chaud? C'est froid, fichtrement froid. Alors Callisto, c'est intéressant de voir un peu la différence qu'il y a par exemple avec Io et Europe, qui sont beaucoup plus proches de Jupiter. Comme lui est beaucoup plus loin, il subit beaucoup moins les effets de marée, même s'il les subit un petit peu quand même. Et donc il y a peu, voire pas du tout d'activité géologique, tectonique, volcanique, véronique. Je t'envoie mes voyages. Non, c'est rien à voir. Donc il n'y a pas de renouvellement de surface et donc énormément de cratères. Callisto serait d'ailleurs le corps avec le plus de cratères de tout le système solaire. Il y a encore plus de cratères que sur la gueule de Deadpool. Il y en a même des gros, il y en a un qui fait 600 km de diamètre. Et ces formations géologiques ont été nommées par quelqu'un qui devait certainement aimer l'univers des grands beaux blonds avec un gros marteau. Puisque le cratère dont je viens de vous parler s'appelle Valhalla. On en parle beaucoup dans un de mes films préférés. Et il y a une autre structure un peu chelou de 1700 km de large qui s'appelle Asgard, avec un gros cratère au centre et une très grosse tache de peinture. Il y a Augustin qui a fait tomber un gros pot de peinture quand les nazis s'y sont installés. Ah oui, parce que les nazis ils sont plus sur la face cachée de la Lune maintenant, ils sont partis, ils sont sur la face cachée de Callisto. Et il y a encore une autre formation assez chelou faite de plein de cratères qui forment une ligne droite. Et cette structure un peu bizarre s'appelle Jipul Katena. C'est une phrase certainement prononcée par un rebeu du bled qui avait perdu un sabre japonais. Jipul Katana. Et tout ça c'est intéressant parce que c'est une surface qui a jamais évolué et qui a donc un peu l'âge du système solaire. C'est pour ça que c'est toujours cool d'aller étudier d'anciens corps comme ça, parce que ce sont un petit peu des machines à remonter le temps, et ça nous donne des informations sur comment le système solaire s'est créé. Alors étant donné qu'il subit aussi, mais dans une moindre mesure, les effets de marée de Jupiter, on pense encore une fois qu'il y aurait une couche de glace, peut-être de glace fondue. Encore une fois, ça réchauffe la structure interne, et on pense qu'ici aussi, il pourrait peut-être y avoir un océan d'eau liquide. En fait, on se rend compte qu'il y a de l'eau liquide absolument partout. En fait, on nous fait chier en nous disant tout le temps, ouais, c'est vachement rare, préservez-la, faut pas faire caca dedans. Mais en fait, il y en aurait sur plein d'autres satellites, quoi. Donc finalement, l'eau sur Terre, on peut tout à fait faire caca dedans. En tout cas, tout ça n'est encore une fois qu'hypothèse, et on aurait pu en savoir beaucoup plus avec une ancienne mission de la NASA qui s'appelait JIMO, Jupiter Icy Moon Orbiter, que la NASA devait donc envoyer il y a quelques années, mais qui a été annulée parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les moyens. Ils avaient quand même lancé le truc, ils ont dépensé des millions sur 3 ou 4 ans, pour en fait finalement se dire non, on va pas le faire. Tu m'étonnes, 10 milliards pour aller découvrir 3 microbes à la con, perso je préfère les mettre dans des figurines Star Wars. Pouah, merci à tous, merci à toutes, merci pas tous à la fois. Merci pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes, pour vos dons. Tout en moi se lève pour vous dire merci. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous parce que c'est gratuit. Et est-ce que vous êtes abonné aux pages Facebook et Twitter? En tout cas, venez y faire un tour parce qu'on met des conneries, on se marre, et puis vous pouvez aussi un peu communiquer avec moi, peut-être même plus facilement que dans les commentaires YouTube. Donc c'est plutôt cool. Est-ce que je dois vous dire des trucs? Oui. Je serai au festival de Cannes. Non, je rigole, je serai pas au festival, je serai à aucun festival, puisque de toute façon je ne suis invité nulle part. Donc on s'en fout, on continue. On a récemment passé la barre des 80 000 abonnés, merci les copains et les copines, c'est mortel. Et comme on dit, en route vers les 100 000. Je prends toujours autant de temps à faire les vidéos, je sais, j'aimerais tellement arriver à en faire plus souvent, mais je n'y arrive pas tellement pour l'instant. Je ne fais ça que sur mon temps personnel le soir, tous les soirs je suis dessus. Donc voilà, ça met un petit peu de temps. On verra comment j'arriverai un jour peut-être à faire évoluer la chaîne. Pour l'instant, ce rythme, je ne peux pas tellement faire autrement, j'y travaille. Allez, je vous embrasse très fort, merci beaucoup de votre fidélité, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bougez bien les petits bézos, là il y a que les Normands qui peuvent comprendre. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, c'était Yann Solo sur 12 Parsec, ciao.